de l'accès à l'eau potable. Donc, je me présente, Elsa Beaulieu-Bastien. Je suis personnellement anthropologue de formation. J'ai travaillé comme chercheur féministe engagée dans différentes parties du monde pendant quelques années, en fait de nombreuses années. Et puis, je suis maintenant, depuis quelques années, formatrice en éducation populaire autonome, donc dans le but d'aider les mouvements sociaux et aider les mouvements de transformation sociale. Et je continue aussi à donner des cours à l'Université Concordia dans un programme de développement économique communautaire. Alors, voici pour moi. Mon rôle aujourd'hui sera d'être l'animatrice de ce webinaire. Alors, voilà, je vais faire les transitions, passer la parole. Pour ce qui est du sujet de notre webinaire aujourd'hui, eh bien, c'est la question vraiment fondamentale de celle de l'accès à l'eau. On sait très bien que dans différentes parties du monde, l'accès à l'eau, même avant les changements climatiques, est déjà fort problématique et il y a de nombreux enjeux de justice et d'injustice autour de l'accès à l'eau qui sont tout à fait hétérogènes et différents selon la partie du monde dans laquelle on se trouve. Alors aujourd'hui, on va avoir un panel où les panélistes vont nous présenter différents types de situations qui sont chacun situés sur un continent différent. Ou en tout cas dans une région du monde qui est différente. Et puis, ben, ça va être dans le contexte des changements climatiques. Donc, on a des situations où il y a déjà des problématiques et des injustices qui sont exacerbées ou transformées de différentes manières par maintenant l'enjeu des changements climatiques. Et on va se pencher sur la question des vulnérabilités face à ces situations, c'est-à-dire qui sont les personnes, les groupes et les populations qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus susceptibles d'être affectées négativement et de manière beaucoup plus marquée que certaines autres populations. Donc, on va voir que c'est un enjeu fondamental pour les questions d'inégalité sociale. Alors, voilà donc le sujet de notre panel aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter nos panélistes. Comme c'est une séance qui se déroule sous forme de dialogue où je vais poser des questions et puis chaque panéliste y répondra successivement et puis on se promène comme ça de question en question. Alors, ça ne sera pas une longue présentation par panéliste. Plutôt, chaque panéliste va nous présenter, va faire des réponses à mes questions c'est-à-dire un peu à la fois. Donc, je vais vous les présenter tous et toutes dès le début. Et puis ensuite, comme on va se promener de manière fluide dans le dialogue que constitue cette activité. Alors, donc, la première personne que je voudrais vous présenter, c'est Rebecca Pétrin, qui est titulaire d'un baccalauréat en biologie. Oui, elle vous fait signe à l'écran. Et d'une maîtrise en gestion de l'environnement, et elle lutte pour la protection de l'environnement dans le milieu communautaire depuis une dizaine d'années. Et depuis 2019, elle est directrice générale de l'organisme Eau Secours, qui fait la promotion d'une gestion responsable de l'eau et de l'accès de tous et toutes à cette eau. Madame Pétrin s'implique également en conservation de la nature, notamment depuis 2015 à la Société pour la conservation de la tourbière de Lanoraie. Dans le passé, elle a eu l'opportunité de travailler comme attachée politique au cabinet ministériel de l'environnement. Alors, bienvenue, Rebecca. Bonjour. Ensuite, oui, vas-y, dis-nous un petit bonjour. Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Oui, merci. On fera ça, chacun pourra dire un petit mot comme ça. On saura bien qui est qui sur notre écran. Alors, la deuxième personne que je vais vous présenter, c'est Charlene Winger. Charlene, do you want to wave a little? Say a little word? Thank you. And so, Charlene Winger-Jones est une marcheuse. Charlene. Elle marche pour l'eau. Elle a marché en forme de cérémonie tout au long du Bruce Trail, un sentier pédestre de pas moins de 740 km, utilisé par son peuple depuis des temps immémoriaux pour le commerce, à raison d'environ 20 km par jour pendant 6 semaines. Elle participe également à des événements communautaires sur l'environnement et l'eau, en affirmant les droits des peuples autochtones,
et fait partie du conseil héréditaire de Nawash en tant que chef de la famille Jones. Elle est fière d'être une ambassadrice de la réalité climatique, formée à Minneapolis en 2019, et elle veut créer une plus grande sensibilisation autour des enjeux reliés à l'eau. Welcome, Charlene. Notre troisième panéliste est Aude Sturma. Veux-tu nous dire un petit bonjour, Aude? Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Merci. Alors, Aude est sociologue de l'environnement, chercheur associé au Centre d'études et de recherche Travail-Organisation Pouvoir à Toulouse. Elle s'intéresse aux liens entre santé et environnement et plus particulièrement aux interactions complexes entre normes environnementales, organisations sociales, pouvoir politique local et système institutionnel. À travers ces différents terrains de recherche, elle a porté son regard sur le lien entre gouvernance locale de l'eau et la précarité sanitaire. Aujourd'hui, la question de l'accès à l'eau pour les publics précaires devient centrale dans ses recherches, dans un contexte de changement climatique et d'exacerbation des risques sanitaires qui en résultent. Alors, bienvenue, Aude. Merci. Et finalement, nous avons avec nous Vladimir Arama. Bonjour, Vladimir. Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. Vladimir est actuellement coordinateur du programme au Secrétariat international de l'eau, qui est basé à Montréal depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il travaille sur des projets de gouvernance de l'eau avec le peuple autochtone Mohawk à la frontière canado-américaine, avec les peuples autochtones Quechua et Aymara dans les Andes, ainsi qu'avec l'Afrique de l'Ouest et l'Asie centrale. Auparavant, il a été conseiller principal auprès de CAF, Banque de développement d'Amérique latine, ensuite conseiller auprès du vice-ministre de l'Environnement au Pérou, ainsi que directeur général de l'urbanisme et de l'environnement du ministère du Logement, de la Construction et de l'assainissement au Pérou, toujours, et finalement consultant auprès du Consortium pour le développement durable de l'écorégion andine et du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et conseiller auprès de CARE International et professeur d'université au Pérou, en Finlande et au Canada. Il a publié des livres sur l'eau, sur l'assainissement et le développement territorial. Alors, nous avons un panel extraordinaire avec nous pour discuter d'une des questions les plus cruciales de notre temps. Alors, sans plus tarder, nous allons plonger dans le sujet avec la première question. Alors, la première question qui s'adresse à tous les panélistes, comme chacune des autres questions par la suite, vise à placer le contexte. Alors, vous avez 3 minutes chaque pour nous dire sur quel territoire vous porte votre intervention ou votre spécialité, enfin ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, et quels sont les enjeux de l'eau sur ces territoires-là et en quoi les changements climatiques peuvent exacerber certaines problématiques. Alors, nous allons commencer par Charlene. Donc, Charlene, pourriez-vous nous présenter le territoire duquel vous allez nous parler aujourd'hui et les enjeux de l'eau qui sont reliés? Okay, I'm from Chippewa-Nawash. Moi, je viens de Chippewa-Nawash, territoire Ojibwe. J'habite sur la péninsule entourée d'eau. Je marche le long des rives et je vais dans différents villages le long du littoral juste pour vérifier ce qui se passe là. Bon, parce que en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre rive, l'eau, a baissé le long des rives d'environ 6 pieds. Alors, je me demande pourquoi l'eau a tant baissé le long de nos rives.
because 2 months ago I was swimming. Ça fait seulement depuis 2 mois. Il y a 2 mois, je nageais dans l'eau. Il y a 2 mois et l'eau était à la hauteur ordinaire. Je ne pouvais pas voir les roches. Mais maintenant, bon, je peux voir les roches que je ne voyais pas le long de la rive, alors que 2 mois, on ne les voyait pas. Alors, je suis curieuse pour savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé à l'eau? Pourquoi est-ce qu'elle a baissé? Alors, je veux juste savoir si, bon, l'eau est captée illégalement ou est-ce que c'est le changement climatique parce que nous avons un été, un automne tellement chaud. Il n'est pas vraiment devenu froid ici jusqu'à environ il y a 5 jours parce qu'on vient d'avoir un peu de neige. Alors, je suis curieuse à propos de cela. Et aussi, la saison dernière, bon, nous n'avons pas eu, bon, on n'a pas eu autant de neige que d'habitude. Et je pense que le fait de ne pas avoir autant de neige a un impact sur tout. Ça a un impact sur notre système hydrique, ça a un impact sur les lacs et tout ce qui pousse. Alors, je suis vraiment curieuse et inquiète. Bon, je sais que c'est le changement climatique parce que les choses se réchauffent. Alors, neige qu'avant, bon, la neige nous and everything that's growing on this earth, especially in my territory, you know, because last year I didn't have to shovel. Like I go bon, up. l'année dernière, je n'ai même pas eu besoin de pelleter. I only had to shovel maybe 5 J'ai seulement eu besoin de pelleter 5 fois. Bon, mettons, il y a 5 ans, j'étais là tous les jours, je pelletais de la neige. Alors, on sait qu'en hiver, on manque de neige, on a besoin de la neige pour tout. Et en ce moment, tout à coup, bon, il y a quelques mois, l'eau a vraiment baissé beaucoup. Non, du niveau d'environ 6 pieds dont je vous parlais. Alors, moi, je m'inquiète à propos de ça. Mais en ce moment, ici, sur notre territoire, on a un système aquatique hydrique tout à fait nouveau. Bon, ils creusent toutes les conduites d'eau parce que ces conduites d'eau ont été mal entretenues depuis bien longtemps, probablement depuis les années 60, je dirais. Because in the 60s, I was Sur les années still 60. Moi, je portais encore des chaudières d'eau, j'allais chercher ça dans le lac et on buvait l'eau dans le lac comme ça dans ce temps-là. Et on n'était jamais malade ou quoi que ce soit dans ce temps-là. Mais maintenant, lorsque je vais sur la rive, il y a des choses dans l'eau que je n'ai jamais vues quand j'étais petite. Bon, lorsque je sors avec mon kayak, je ne suis plus capable de voir le fond de l'eau. Avant, je pouvais voir le fond du lac. Alors, je suis curieuse. Et je suis bien heureuse que nous ayons tous ces biologistes et tous ces savants qui travaillent et qui étudient ces choses. Moi, ça me donne de l'espoir en tant que membre du peuple des Premières Nations. Je n'ai pas autant de scolarité que vous, bien entendu. Je n'ai pas de doctorat ou des choses comme ça. J'ai été à l'école secondaire au moins quelques années au cégep, mais je n'ai pas pensé à une carrière scientifique. Mais en tout cas, moi, mon territoire, ça m'inquiète, comme tous les autres d'ailleurs. Miigwech. Miigwech. And you'll have the chance to, talk about it more. Et vous aurez la chance d'en parler plus. Maintenant, je voudrais céder la parole à Aude. Aude, c'est à toi de nous présenter les territoires sur lesquels tu travailles et dont tu vas nous parler aujourd'hui. Rebonsoir tout le monde. Oui, je vais vous parler moi de la petite île de Mayotte et du territoire français. Mais avant ça, je prends vraiment 10 secondes pour juste suggérer l'idée qu'on parle souvent beaucoup d'accès à de l'eau potable. Mais je pense qu'il est vraiment important et crucial de croiser cette question avec la question de l'assainissement, qui est souvent passée sous silence, malheureusement, comme si le fait d'amener de l'eau potable en fait, aux gens endiguait toutes les conséquences, notamment sanitaires et environnementales. Donc voilà, c'était une petite remarque que je voulais faire. Alors, je vais vous parler un petit peu de Mayotte, qui est une île qui est située dans l'océan Indien, qui est un territoire français, un département d'outre-mer. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma thèse en sociologie que j'ai soutenue en 2013 sur ce territoire où j'étudiais en fait la mise en place de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Et puis je vais vous parler aussi de la France puisque je connais un petit peu aussi cette question. Pour moi, un des principaux enjeux qu'on peut retrouver à Mayotte et en France, c'est l'enjeu sanitaire.
qui est dû notamment à un manque d'accès à de l'eau potable qui va impacter notamment, par exemple, l'hygiène pour certaines parties de la population. À Mayotte, ce risque, qui est dû à un manque d'accès à de l'eau potable, il se traduit par des conséquences en termes d'épidémies et de maladies qui sont très concrètes, puisque dans les années 2000, Mayotte a connu des alertes au choléra. Et à l'heure actuelle, les acteurs de santé sur l'île peinent à endiguer des foyers de fièvre typhoïde, donc maladie liée à ce qu'on appelle le péril fécal, et qui est due au manque d'eau et d'assainissement. Pour vous donner un chiffre, sur 149 cas en 2016 de fièvre typhoïde diagnostiqués en France, il y en a 40 qui venaient de Mayotte, c'est-à-dire que ça représente un tiers des cas, donc ça en fait un enjeu qui est aussi national pour l'enfance. Ces enjeux sanitaires, ils sont importants, mais il y a aussi, pour moi, des enjeux liés à l'eau potable qui sont plutôt du registre économique, puisque en France, en fait, on est sur un régime qui s'appelle l'eau-pélo, c'est-à-dire qu'en fait, tous les investissements qui sont liés à l'eau sont basés sur les factures d'eau et les recettes des factures d'eau. Or, le prix de l'eau à Mayotte est le même, peu ou prou en fait, le même que la moyenne française en fait, sauf que la population a un revenu qui est 3 fois inférieur à celui d'un ménage français. Donc, on comprend que cette question du prix de l'eau, c'est un enjeu très important, et dès lors, le règlement de la facture d'eau, en fait, il devient crucial. C'est un enjeu aussi politique et social, puisque le manque d'accès à l'eau, en fait, il entraîne des contestations populaires. À Mayotte, souvent, les publics vulnérables, j'en parlerai plus tard, mais les publics qui sont stigmatisés, les Maoris considèrent qu'en fait, ces publics volent l'eau. Et c'est un problème aussi pour la France, puisqu'il y a des crispations, on l'a vu ces derniers temps, sur des projets en fait de retenue d'eau comme les bassines par des agriculteurs qui permettent l'irrigation. Qui sont l'objet de leviers de bouclier de la part de manifestants soucieux de l'impact que ça pourrait avoir sur la ressource en eau et pour conséquent en termes sur l'accès à l'eau potable. Donc le changement climatique va venir exacerber ces risques sanitaires. On en parlera un peu plus tard. J'ai trop parlé déjà. Merci beaucoup, Aude. Alors, je céderai la parole à Vladimir. Bonjour, merci. Et je voudrais d'abord transmettre le bonjour de ma présidente, Antonella Cagnolati, qui est intéressée de cet événement. Mais je voudrais focaliser en Amérique latine, parce que c'est une des zones où je travaille, nous, comme organisme, le secrétariat international de l'eau, travaille. Et là, en Amérique latine, ce qui se passe dans les montagnes des Andes, il y a essentiellement, je dirais, 4 phénomènes intéressants qui se passent là-bas. La première, c'est que la population abandonne de façon persistante les têtes de bassin de l'Amérique latine. Et ça, on peut le voir dans les montagnes, en Amérique centrale. La population a commencé à abandonner les têtes de bassin, qui est la zone où les sources en eau sont localisées. Et ça, c'est important, parce que ce n'est pas seulement de l'eau qu'on va perdre si la population sort, mais aussi la connaissance traditionnelle de ces populations, parce qu'elles sont majoritairement autochtones qui ont une connaissance traditionnelle importante. Ce phénomène est associé au changement climatique, un phénomène climatique qui a changé les patrons de la pluie, de la chaleur, etc. Et maintenant, l'agriculture change beaucoup, les produits agricoles sont prêts un mois avant, la pluie change, mais il y a beaucoup plus d'intensité quand il y a la pluie, etc. Mais aussi, ça et donc, comme conséquence, et bien sûr, de façon associée à la situation économique, la situation pandémique, la crise internationale, etc., on a une population qui est rurale. Je parle de la population qui est localisée sur les têtes de bassin, qui est chaque fois plus pauvre en Amérique latine. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on commençait à émigrer. Et tout ça associé à une situation de gouvernance qui est généralisée dans l'Amérique latine, que les gouvernements n'ont pas la capacité d'assumer les demandes sociales, environnementales, économiques. Et alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet scénario, non? Et c'est intéressant parce que ce n'est pas seulement une combinaison
des projets d'alternatives techniques ou de résilience ou de gestion de l'eau, mais on a besoin aussi d'une approche différente, une nouvelle approche pour renforcer la gouvernance et que c'est quelque chose que je pourrais parler là-dessus dans un instant. Merci beaucoup, Vladimir. Alors, finalement, je passe la parole à Rebecca, qui est présentement à la COP en Égypte. Donc, bienvenue, Rebecca. La parole est à toi. Bonjour. Bonjour, merci. Je suis désolée si la connexion n'est pas au top. Donc, nous, notre territoire, en fait, ça couvre le Québec. Le Québec qui est propriétaire de 3% de la ressource en eau pour seulement 0,3% de la population mondiale. Donc, on est vraiment dans un terrain choyé. La disponibilité en eau regorge. On a également une gouvernance qui nous permet de bien distribuer équitablement cette ressource-là au sein de la population. Donc, on a une politique nationale de l'eau, on a une loi sur l'eau, on a une loi fédérale qui interdit l'exportation de l'eau en vrac également. Donc, on a une bonne couverture, une bonne gouvernance, en fait, qui protège majoritairement les enjeux d'iniquité au Québec et au Canada. Mais malgré toutes ces protections législatives-là, on a de plus en plus de cas où l'accès à l'eau devient problématique. On parle surtout dans le sud du Québec, où c'est des régions qui sont majoritairement agricoles. Le portrait d'irrigation change avec les changements climatiques. Les périodes de sécheresse s'allongent pendant l'été. Le régime des pluies change. On a également détruit beaucoup de milieux naturels qui permettaient de retenir l'eau pour finalement la relarguer pendant les moments de sécheresse où on en a besoin. Et l'urbanisation a aussi immensément imperméabilisé le sol et empêché finalement la retenue des eaux. Tout ça a évidemment une conséquence sur la quantité d'eau disponible et on voit de plus en plus des épisodes de stress hydrique dans certaines municipalités du sud du Québec. Il y a évidemment d'autres menaces qui pèsent sur l'eau si on parle de la qualité des eaux. Les principaux contaminants qu'on retrouve, ce sont encore la pollution agricole, donc pesticides, insecticides, matières fertilisantes. Ce sont des contaminants qu'on retrouve dans notre eau potable. On a également des projets industriels comme des mines. On a un projet de dépotoir de déchets radioactifs qui va poindre en fait sur les abords de la rivière des Outaouais, sachant que la rivière des Outaouais et le fleuve Saint-Laurent abreuvent près de 3 millions d'habitants au Québec. C'est un enjeu qui est majeur dans la protection de la qualité de l'eau. Et puis, on a une autre source qui est le rejet des usines de traitement d'eau municipales. Donc, le financement manque encore grandement pour maintenir ces infrastructures-là à niveau avec l'urbanisation. Et sur ça, je veux revenir sur le point de Aude. L'assainissement des eaux usées est toujours intrinsèquement lié à l'approvisionnement en eau potable parce qu'il y a encore aujourd'hui 1 personne sur 2 sur la planète qui n'a pas un endroit sécuritaire pour aller aux toilettes. Ça crée des grandes inégalités dans les genres parce qu'il y a les femmes, leur sécurité est menacée un peu partout sur la planète. Et je voudrais rappeler que le 19 novembre, donc cette semaine, très bientôt, c'est la journée mondiale de la toilette et ce n'est pas ludique. C'est très important de considérer ça parce que c'est la moitié de la population là, qui en pâtit. Donc, je finis mon tour de parole là-dessus. Ben, merci beaucoup. Donc, on a avec nous une espèce de mosaïque, disons. On a deux territoires en Amérique du Nord, un en Amérique du Sud et un dans l'océan Indien. Donc, ça ne nous empêche pas de faire des remarques générales par ailleurs qui concernent l'ensemble des populations de la planète, mais on va quand même, pour la deuxième question, essayer de cerner, disons, par exemple, qu'est-ce qui définit la vulnérabilité d'une communauté, puis qui sont les personnes les plus vulnérables sur chacun de vos territoires respectifs? Alors donc, on aborde ici dans cette deuxième question toute la question de la vulnérabilité, des inéquités, des injustices, des inégalités qui créent des situations qui sont critiques pour certaines personnes, certains groupes de personnes, certaines parties de la population, alors que même d'autres parties de la population qui peuvent même vivre à proximité, peuvent ne même pas se rendre compte souvent qu'il y a des iniquités en termes d'accès à l'eau ou en termes d'assainissement sur le territoire où ils vivent. Alors, donc, pour cette deuxième ronde, je vais donner la parole en premier à Aude. Aude, tu as 5 minutes pour nous parler de ce passionnant sujet.
Merci. Déjà, je pense qu'il faut clarifier ce qu'est la vulnérabilité. Enfin, moi, en tout cas, je la définis comme la capacité insuffisante à faire face à un risque. Et cette vulnérabilité-là, elle peut être de plusieurs registres. Elle peut avoir une vulnérabilité sociale, individuelle, collective, qui va être, du coup, peut-être être une vulnérabilité politique, organisationnelle, institutionnelle, une vulnérabilité économique aussi. Et dans la vulnérabilité sociale, moi, je vois deux formes. Il y a une première forme qui est une vulnérabilité qu'on pourrait appeler structurelle, qui peut être observée par des données plus ou moins objectivables, hein. Le taux de pauvreté, le taux d'accès aux infrastructures, à l'assainissement, à l'eau potable, le revenu de ménage, son capital économique, culturel, son genre. Mais il y a aussi une seconde forme de vulnérabilité qui finalement va venir potentiellement aggraver ou réduire cette première vulnérabilité. Pour moi, c'est l'ensemble des usages et des pratiques qui sont liés à la ressource et qui vont venir plus ou moins aggraver ou réduire les risques qui sont liés ici au manque d'accès à l'eau potable. Alors, souvent, on parle de minorité, en fait, quand on parle de public vulnérable, mais finalement, dans mon cas, en tout cas pour Mayotte et pour la France, finalement, mes travaux, ils tendent à montrer que cette question, elle est cruciale et elle va toucher de plus en plus une majorité de la population. À Mayotte, la population, c'est environ 270 habitants. Cette population est pour moitié d'origine étrangère et sur cette moitié-là, les 2 tiers sont en situation irrégulière. Donc, qui dit situation irrégulière dit impossibilité d'avoir des papiers pour mettre en place un compteur d'eau et donc avoir un accès à l'eau. Mais c'est souvent des personnes qui viennent des autres îles des Comores, de l'archipel des Comores, des 3 autres îles, et qui sont en grande difficulté. Mais il n'y a pas que ces personnes en situation irrégulière, il y a aussi les Mahorais les plus pauvres, puisque de façon générale, en fait, près de 30% de la population mahoraise n'a pas de l'eau courante potable à domicile, et c'est plus de 70% sur la question de l'assainissement qui n'a pas accès à un assainissement aux normes. Donc ces publics qui vivent souvent dans des habitats précaires, dans des bidonvilles. Donc s'il fallait résumer, hein, les plus vulnérables, ils sont souvent en situation irrégulière, et à ces difficultés-là, ce qui a été un petit peu mentionné déjà par Rebecca Pétrin, la question des femmes aussi, elle se pose avec acuité, les différences de genre, parce que les femmes, en fait, c'est souvent elles qui vont chercher l'eau aux bornes fontaines, donc qui doivent se déplacer de leur domicile pour aller pour accéder à de l'eau potable. Et donc, elles prennent le risque de se faire attraper par la police aux frontières et d'être expulsées du territoire. Aussi, pour faire la toilette intime, hein, on parle d'hygiène menstruelle. Quand on doit sortir de chez soi pour faire la toilette, on s'expose à des potentielles agressions, etc. Donc ça, c'est des questions qui sont assez importantes. Pour la France, là, on parle de 300 000 personnes qui sont sans domicile. On parle de près de 1 million de ménages en fait, qui ont des difficultés à payer leurs factures d'eau. Donc là, on est dans des proportions qui sont aussi très importantes. Et jusqu'à présent, en fait, on avait l'impression que finalement, c'était une partie de la population qui souffrait de ce manque d'eau, et c'est toujours le cas. Mais en France, l'été 2022 a un petit peu remis les pendules à l'heure, si je peux parler comme ça, puisqu'il y a de nombreux territoires en fait, qui ont dû procéder à des restrictions sur les usages de l'eau et qui ont dû couper l'eau du robinet par moment. Pourquoi? Parce qu'on a vécu de nombreux événements caniculaires couplés à une sécheresse sans précédent. Et en fait, on n'est toujours pas d'ailleurs sorti de cette situation. Pour vous donner un exemple, dans le Tarn, dans le sud de la France, c'est 45 000 personnes qui sont menacées de coupure d'eau parce que les barrages sont asséchés ou sont très bas. Et donc, ces barrages-là, ils servent en fait à l'adduction d'eau et à sa potabilisation. Donc, ces situations-là, finalement, elles tendent à montrer qu'avec le risque, le changement climatique, il va y avoir tout le monde va être concerné en fait, par cette question-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la place aux autres panélistes. Merci, Aude. Alors, ça serait le tour de Charlene. Well, hello again. Rebonjour. Dans ma communauté, j'ai l'impression que les aînés sont les plus vulnérables, tout simplement à cause des problèmes de santé, à cause de la nourriture que nous mangeons. En tout cas, moi, je trouve que les agents de conservation, il y en a trop dans tout ce qu'on mange.
Alors, je pense que ce genre de choses-là a un impact sur les aînés plus que les autres. Lorsque j'étais jeune, on mangeait du lapin, du chevreuil, bon, des choses comme ça. Mais maintenant, c'est tous des aliments surtransformés, emballés, et il y a beaucoup de gens qui ont manqué d'eau lorsque la COVID a commencé, et on s'est fait donner de l'eau, mais là, on a manqué d'argent, bon, à cause de la COVID, et ensuite, il n'y avait plus d'eau, il n'y a plus personne qui pouvait aller acheter des bidons d'eau, parce qu'ils sont en train d'installer une autre usine pour l'eau potable ici, là. Alors, c'est des choses comme ça, et pas seulement dans ma communauté, mais plusieurs autres communautés autochtones, où notre système d'approvisionnement en eau n'est tout simplement pas prêt pour avoir la quantité de population qui revient à la maison. Bon, il y a beaucoup de gens qui reviennent à la maison maintenant, et nous n'avons pas, bon, des conduites d'eau jusque dans certains endroits. Alors, il faut penser à tous ces problèmes. Et en tout cas, dans ma culture, l'eau, c'est la vie. Alors, si on n'a pas l'eau, on n'a pas la vie. Nous n'allons pas survivre. Et je pense qu'il faut avoir la connaissance culturelle pour nous en tirer, pour régler certains de nos problèmes que nous avons dans ce monde. People have to think about, what's in their water systems, what they're Bon, drinking. ce que les gens boivent au robinet, lorsque moi, j'allais chercher un verre d'eau dans mon robinet et que je pouvais sentir le chlore, bon, est-ce que c'est trop de chlore? Je me disais, est-ce qu'on devrait boire tout ce chlore-là? Bon, du robinet. Alors, jusqu'à quel point est-ce qu'ils traitent l'eau? Combien de chlore est-ce qu'ils mettent dans l'eau? Comment est-ce que cette eau-là va avoir un impact sur notre santé? Alors, moi, je m'inquiète de ces questions-là et aussi toutes ces bouteilles de plastique que tout le monde, bon, les bouteilles d'eau que les gens vendent dans les magasins. Moi, j'ai été chercher de l'eau de source et j'ai laissé une des bouteilles là pendant quelque temps. Et lorsque j'ai ouvert cette bouteille d'eau, c'est comme s'il y avait du gaz qui en sortait. Bon, vous savez, ces bouteilles en plastique, on sait qu'elles ne sont pas aussi bonnes que ce qu'on voudrait qu'elles soient. Bon, lorsqu'on achète de l'eau à l'épicerie. Alors, les aînés d'aller chercher l'eau aussi facilement, bon, d'accumuler de l'eau. Bon, par exemple, l'eau des épiceries, je ne pense pas qu'elle n'est pas aussi sécuritaire que ça parce que eux, ils prennent un système de filtration. Moi, je me suis toujours dit que le système de filtration n'était pas assez bon pour nous parce que moi, j'ai des allergies, par exemple. Et il y a quelque chose dans l'eau embouteillée qui a un impact sur ma respiration. Alors, moi, des choses comme ça qui m'inquiètent. Moi, je suis toujours curieuse à propos des choses de ce genre. Et lorsqu'on ouvre le robinet et qu'on peut sentir quelque chose qui sent vraiment fort, est-ce que c'est vraiment sécuritaire pour que les aînés boivent ça? Alors, avec le fait qu'on a une nouvelle usine d'assainissement d'eau ici, jusqu'à quel point est-ce que cette eau-là va être vraiment potable? Donc, combien de chlore et combien de fluorure vont-ils mettre dedans? Bon, je sais que nous sommes tous formés. Il y a certaines personnes qui sont en d'eau que nous allons obtenir, mais jusqu'à quel point est-ce que ça va être sécuritaire pour les aînés? Bon, en tout cas, moi, je suis une aînée aussi, là, mais je me considère pas comme une aînée, là, mais je voulais juste savoir jusqu'à quel point c'était sécuritaire, ces nouvelles usines d'assainissement d'eau qui sont installées dans nos communautés, pas seulement nos communautés, mais c'est vos communautés aussi, là. Et je trouve que ces usines de traitement ne seront pas capables de fournir les nouvelles populations. En tout cas, alors, ça, ce sont certaines de mes préoccupations à propos des aînés, de l'eau et ce genre de dossier. Alors, Miigwech, merci beaucoup, Charlene. Je passerai maintenant la parole à Vladimir. Merci, Elsa. Oui, un peu pour rappeler la situation des têtes des bassins de l'Amérique latine, non? Et la perte des ressources en eau à cause du changement climatique, la population qui abandonne les têtes des bassins, la pauvreté qui est montée, les gouvernements qui pourraient rien faire. Et la question que j'avais posée dans la dernière intervention, c'était qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, non?
Et c'est dans ce sens qu'on a travaillé en Amérique du Sud, dans un bassin des Andes péruviens, autour de 4000 mètres d'altitude là-bas. Et la première fois qu'on a fait, c'était de faire une consultation publique du bassin, dans les bassins où on travaillait, que c'était les bassins du fleuve Cachi dans la région d'Ayacucho. 1300 autochtones ont participé et ils sont décidés, ils ont voté pour créer une autorité communautaire de la tête des bassins. Ceux qui ont voté. Est-ce que l'autorité nationale de l'eau voulait telle autorité? Bien sûr, ils sont exprimés formellement contre eux. Non? Mais ça fait partie d'un besoin important parce qu'il n'y a pas un système de décision dans la tête des bassins. Comme l'État ne peut pas y aller, personne ne peut identifier la problématique et personne ne peut pas décider. Alors, ça cause un problème. Et c'est pour ça que c'est de l'importance d'avoir un groupe qui pourrait prendre la responsabilité de ça. Mais l'idée qu'on a eu développée avec la population autochtone, c'est d'incrémenter, de monter la responsabilité des comités d'eau potable et d'assainissement et amplifier les responsabilités en ajoutant des responsabilités vers la conservation de l'eau et de l'environnement, non? Pour avoir une communauté plus résiliente et surtout liée à l'eau potable et à la gestion de l'eau potable et l'assainissement. Pourquoi? Parce qu'une des vulnérabilités qu'on a trouvées et qui est sortie d'une recherche que nous, le secrétariat de l'eau, avait coordonné de façon conjointe avec l'Université de Montréal, dans ces recherches pour identifier les liens entre le changement climatique, la santé, l'eau et l'assainissement, on a trouvé, on a travaillé dans plusieurs communautés, on a trouvé que la population qui n'a pas accès à l'eau potable et à l'assainissement rural est 20 fois plus vulnérable au changement climatique que la population qui a les services d'eau potable et d'assainissement. Et ça, c'est terrible parce que les phénomènes climatiques ont commencé à changer de façon plus vite. Par exemple, la moyenne de la pluie a commencé à descendre dans les Andes, mais chaque fois qu'il y a la pluie, il y a beaucoup plus d'eau et l'eau est plus intense. Alors, les sols des maisons autochtones, qui sont des sols de terre, sont plus saturés de l'eau et les familles ont beaucoup plus de maladies respiratoires, par exemple. Non? Et ça, c'est un problème grave. Non? Et deux choses qu'on a trouvées, c'est qu'il y avait une déconnexion entre les systèmes de gestion de l'eau potable avec les systèmes de santé et avec les systèmes ou les efforts, les petits efforts d'adaptation au changement climatique. Parce que la santé, dans les pays en développement de l'Amérique latine, la santé est organisée par centres de santé qui pourraient incorporer plusieurs quartiers, arrondissements, etc. Les efforts de changement climatique ont été faits par région, mais les projets d'eau potable et d'assainissement sont faits par communauté. Alors, les centres de santé ne savaient pas quelle communauté avait des problèmes ou des maladies respiratoires ou liées à l'estomac. Alors, ils étaient obligés à revisiter les communautés pour voir c'était où la problématique. Et dans la question du changement climatique, les projets sont faits en fonction de la résilience, de la forêt, de la montagne, etc., qui ne sont pas nécessairement liés aux besoins spécifiques qui sont exacerbés par le changement climatique. Non? Et ça a été super intéressant de savoir parce que ça nous a donné des pistes de quoi faire. Non? Et une piste qui, bien sûr, était claire même avant de faire le travail, les projets, et continuer les projets maintenant et la recherche, c'était qu'on a besoin d'une approche plus forte, plus solide, plus durable de conservation de l'eau. Et nous avons besoin d'un acteur autochtone. Un acteur, on dit autochtone parce que c'est l'acteur sur place. Il n'y a pas d'autre acteur. Et en plus, parce que les communautés autochtones ont une ressource importante que c'est la connaissance traditionnelle pour conserver les ressources. Non? Alors, c'était clair, de certaines façons, qu'on avait besoin d'une gouvernance directe de la population, à travers la population autochtone, qui pourrait après être mélangée ou combinée avec le travail des autorités, bien sûr. Non? Mais ça, c'est important parce que ça donne des pistes d'une nouvelle gouvernance, une gouvernance plus décentralisée. Et donner plus le pouvoir aux familles rurales, aux pauvres,
aux autochtones dans ce cas, et, qui sont totalement capables de faire des choses, sont totalement capables de faire des projets. Et on a la fausse image que les pauvres ne sont pas capables de faire ce type de choses. Et pour finaliser, non, tout ça, ces mécanismes sont importants s'il y a du financement. Parce que, par exemple, maintenant, nous avons la déclaration des droits humains pour l'eau potable et l'assainissement. Cette année est sortie la déclaration des droits humains à l'environnement propre, certainement. Mais il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme, pas au niveau mondial, pas au niveau de la région, pour implanter les changements qui sont nécessaires. Merci, Vladimir. Lors de la troisième question, on va parler spécifiquement de qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles solutions mettre en place. Alors, pour terminer cette ronde autour des vulnérabilités, autour des populations vulnérables et les facteurs qui les rendent plus vulnérables, je vais passer la parole à Rebecca. Oui. Si on se souvient des enjeux, en fait, qui menacent l'eau, c'est beaucoup des activités industrielles, de la surconsommation. Si on regarde à l'échelle planétaire, c'est 70 de l'eau qui est utilisée pour l'agriculture, puis un 20 pour l'industrie, commerce, et le 10 se partage entre les citoyens, la création d'énergie et quelques autres utilisations. Donc, les populations vulnérables, généralement, ce ne sont pas ceux qui consomment l'eau, ce sont ceux qui subissent les contre-coups de cette consommation-là. Si on regarde au Québec, généralement, ce qui se passe, c'est que dans l'échelle d'un bassin versant, il y a plusieurs industries, commerces, institutions, citoyens qui puisent de l'eau. Malheureusement, malgré la bonne gouvernance qu'on a, ces quantités-là ne sont pas connues. C'est toujours caché sous un secret commercial. Et ceux qui vivent les pénuries d'eau sont généralement les municipalités qui sont en aval des bassins versants, donc qui vivent le trop-plein de prélèvements tout au long du bassin versant. C'est un des cas, en fait, de populations vulnérables et c'est à eux souvent qu'incombe l'obligation de réduire leur consommation d'eau, alors que ce n'est pas eux, dans les faits, ça représente moins de 10 de l'eau consommée. Ce ne sont pas eux qui peuvent faire la différence sur la disponibilité en eau. C'est un des premières catégories. L'autre catégorie, c'est évidemment les communautés qui sont aux prises avec des projets locaux qui viennent altérer leur qualité d'eau, leur quantité d'eau. Donc, on peut penser à une industrie minière, une papetière, ou une usine d'embouteillage d'eau aussi qui vient puiser l'eau de façon très locale dans une municipalité ou qui privatise, commercialise la ressource en eau et qui la rend inaccessible pour la population locale. Parce qu'il faut savoir aussi que dans l'accès à l'eau, il ne suffit pas d'avoir de l'eau à l'échelle de la province, il faut avoir de l'eau à proximité de là où les gens habitent. Donc, ce sont tous des enjeux qui viennent affecter des classes de population toutes différentes, mais vraiment au niveau géographique de où est-ce qu'ils sont situés par rapport à ce qui menace l'eau. Je ne pourrais pas passer outre le cas en Égypte. Étant ici là, depuis près du Sud, je ne voudrais pas me substituer aux spécialistes de l'eau ici, sauf que c'est quand même assez drastique ce qu'on voit. Et j'aimerais prendre en fait la moitié de mon temps pour présenter un peu le cas de l'Égypte. Je me suis beaucoup intéressée à la question avant de venir et depuis que je suis ici, j'ai posé quand même beaucoup de questions. Ici, il faut savoir qu'en Égypte, c'est le désert. La principale source d'eau, c'est le Nil. Dans la ville où on est situé, on est sur le bord de la mer Rouge et le Nil est quand même très loin. Donc, la municipalité ici, qui a été très développée dans les 2 mois qui précèdent la COP, s'approvisionne en eau avec une usine de désalinisation de l'eau de la mer Rouge. C'est ce qui permet à la grande majorité des villes prises dans des déserts d'avoir une eau potable. Par contre, on nous a dit de ne pas la consommer au robinet puisque probablement, en fait, les systèmes d'aqueduc ne sont pas conformes et contaminent l'eau avant d'être acheminée au robinet. Donc, peut-être pour faire un peu de pouce sur ce que Mme Charlène disait, oui, c'est vrai que souvent notre eau goûte le chlore, mais c'est pour la conserver potable jusqu'à ce qu'elle soit approvisionnée à votre maison. Le chlore empêche la prolifération de bactéries dans les aqueducs. Ici, il n'y a pas de chlore, mais l'eau n'est pas potable, malheureusement. Donc, c'est un double problème ici. Il y a un manque d'investissement dans les infrastructures, mais de par le fait qu'il n'y a pas d'accès à l'eau non plus, c'est un désert, la ressource manque. L'obligation de désaliniser l'eau fait que c'est une eau qui est hyper coûteuse et que malheureusement, ça creuse le fossé des inégalités entre la population. On voit des cas où les populations locales, les citoyens n'ont pas accès à l'eau
Par contre, on a des hôtels luxueux avec des piscines à outrance, des fontaines qui utilisent cette même eau-là. Donc, ça, c'est des cas qu'on voit de plus en plus voir et on peut le retrouver un peu partout, là, ce fossé qui se creuse à partir du moment où la ressource manque et qu'on doit payer pour cette ressource-là, que ce soit un compteur à la maison ou que ce soit par bouteille d'eau. C'est immanquable que les citoyens qui ont un revenu modique ne pourront pas se permettre un même approvisionnement que ceux qui ont plus de revenus. Donc, ça, c'est très différent, le portrait du Québec, où on a beaucoup d'eau par rapport à celui de l'Égypte, mais malheureusement, c'est les mêmes menaces et c'est les mêmes populations vulnérables, en fait, qui sont affectées. Souvent, c'est les citoyens au détriment des industries, des commerces qui ont utilisé l'eau dans leurs activités. Ici, c'est majoritairement de l'agriculture. Ça se voit en Californie, ça se voit au Maroc, ça se voit au Mexique. On a utilisé l'eau pour faire de l'agriculture industrielle pendant des décennies et des décennies. Et malheureusement, lorsque ce ne sera plus possible de faire l'agriculture, ces entreprises-là vont partir. Et ce sont les citoyens locaux qui vont vivre de la pénurie d'eau par la suite. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup, Rebecca. Merci beaucoup, Aude, Vladimir et Charline. En fait, ça nous donne un portrait assez diversifié. On a soulevé de multiples enjeux, des enjeux de gouvernance, des enjeux de qui contrôle ou qui va être en charge, responsable de veiller à ce que les choses se fassent d'une manière locale. On a parlé des enjeux économiques, de qui peut se payer de l'eau quand l'eau est tarifée. On a parlé des personnes qui sont particulièrement vulnérables dans différentes situations. On a mentionné les femmes, on a mentionné les aînés, puis généralement les populations. Et puis, donc, ce que tu amènes aussi, Rebecca, c'est que, en fait, on focalise souvent le regard sur les populations qui manquent d'eau, mais le regard se pose moins fréquemment sur les industries qui, en fait, sont les grandes consommatrices. Et puis, on demande pas d'abord aux industries qui consomment la grande majorité de l'eau de couper leur usage, on demande d'abord aux populations, aux citoyens, aux citoyennes, et puis donc exacerbant aussi, c'est-à-dire que ça restreint l'accès des populations, ça exacerbe les différences d'accès à l'eau dans la population elle-même, tandis que les grands acteurs corporatifs, on les inquiète beaucoup moins que les autres, hein? On les laisse. Puis d'ailleurs, dans les endroits où c'est même pas connu, leur consommation d'eau, alors on peut pas non plus la contrôler adéquatement. Alors donc, il y a un ensemble de problèmes qui ont été soulevés. Une chose qui n'est pas tout à fait ressortie puis que j'aimerais peut-être souligner, c'est que malgré qu'au Québec, puis dans l'ensemble du Canada en général, on a des ressources hydriques très, très abondantes, il y a quand même les populations autochtones qui sont les premières à ne pas avoir accès à l'eau potable. Donc, on a des systèmes de distribution de l'eau, on a une gouvernance de l'eau, comme l'a mentionné Rebecca, qui est assez qui est assez bien organisé, mais malgré ça, les populations qui sont victimes du système colonial canadien sont les premières à avoir des enjeux d'eau potable et ça fait des décennies de ça. Et puis donc, avec les changements climatiques qui vont changer aussi les régimes des pluies, ça va avoir tendance, j'imagine, à être exacerbé et aggravé. Puis donc, comme on a mentionné l'importance des investissements dans des infrastructures adéquates, alors donc, quand ces investissements-là ne sont pas au rendez-vous, alors quand l'accès à l'eau qui est déjà déficient devient encore plus difficile, donc ça crée des situations quand même critiques. Alors donc, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Puis en fait, là, dans la troisième ronde, c'est-à-dire la troisième question, ça va porter sur face à ces situations-là, face aux inégalités, face aux problèmes d'accès, face aux inégalités aussi dans l'accès, non seulement entre les différents groupes qui composent la population, mais aussi comparativement à la population, comparativement aux grandes corporations, aux grandes industries. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Là, on est dans une situation où des problèmes existants se trouvent aggravés.
Peut-être qu'il y en a qui s'aggravent de manière relativement imprévisible. Donc, il y a plusieurs endroits dans le monde qui vont être relativement pris par surprise, par des sécheresses qui s'aggravent ou bien des inondations qui avaient pas du tout, pour lesquelles on n'était pas du tout préparé. Donc, je vous écoute et on vous écoute, tout le monde, sur quelles seraient les pistes d'action. Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Qu'est-ce qu'il faudrait que le public sache? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on communique comme message sur qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est le plus urgent à faire en ce moment? Alors, c'est Rebecca qui va ouvrir le bal sur cette troisième ronde, sur la troisième question. Je ne pourrais pas répondre qu'est-ce qui est le plus urgent parce que j'aurais l'impression de favoriser une classe de la population, une région du monde plus qu'un autre. Mais bon, je vais commencer avec un peu l'approche en fait, de comment on aborde les problèmes à la COP. C'est sous deux grands volets. Le premier, c'est adaptation face au changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'on met en place comme mesure pour prévenir les problèmes dans le futur? Le deuxième volet, c'est la mitigation. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour rendre l'eau à ceux qui l'ont déjà perdue? Donc, ça, c'est des mesures qui sont généralement très différentes. À mon sens, qui doit agir, c'est tout le monde. Les communautés internationales qui sont présentes ici à la COP ont un devoir énorme de mieux gérer l'eau à l'échelle de la planète. Les différents gouvernements ont une importance capitale aussi à prendre des accords ou prendre des lois sur la protection de leur eau et de privilégier l'accès aux citoyens avant l'accès aux industries et au commerce. Les différentes municipalités ont un devoir parce que c'est eux qui rendent accessible cette ressource de l'eau aux citoyens et le citoyen a également un devoir, une responsabilité parce que c'est lui qui consomme l'eau et qui décide en fait qu'est-ce qu'il fait aussi avec cette eau-là et comment il le fait. Donc, quelques pistes en fait de solutions. Tout d'abord, je vais y aller plus au niveau des citoyens parce que je crois que ça intéresse quand même les citoyens de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il y a beaucoup de choses déjà de diminuer sa consommation d'eau. Mais comme on l'a dit, c'est l'agriculture, puis l'industrie, le commerce qui consomme le plus d'eau. C'est surtout au niveau dans les magasins, à l'épicerie, les choix qu'on fait. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir un impact sur notre quantité d'eau à la maison, sauf que les personnes, les communautés les plus vulnérables ne sont pas nécessairement celles au Québec, ce sont celles qui vivent un peu partout sur la planète et qui produisent aux biens de consommation. Ces biens de consommation-là consomment une quantité énorme d'eau. Donc, quand on achète des pommes, des raisins qui proviennent du Chili, sachant que le Chili en est à sa 12e été consécutive de pénurie d'eau, qui sont rendus à rationner l'eau par habitant, on se demande comment se fait-il qu'au Québec, on vende des produits maraîchers qui proviennent de ce pays-là. 95% de l'eau du Chili est utilisée pour des produits d'exportation, dont des fruits et légumes. Donc, on doit prendre conscience de ça, les citoyens. On doit essayer un maximum de consommer local. Et ça, c'est la première étape également, la résilience face au changement climatique, parce que lorsque on va devoir s'auto-alimenter, avoir une souveraineté alimentaire au Québec, bien, on aura intérêt à l'avoir développé avant que ça devienne critique. Donc, consommer local avec les ressources qu'on a. Puis, on va devoir même aller beaucoup plus loin, c'est qu'on va devoir pouvoir produire avec les ressources qu'on a sans empiéter sur les générations futures en aidant les communautés internationales vulnérables en leur fournissant des denrées alimentaires. Ça, c'est, disons, dans les adaptations au changement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur? Dans des actions plus locales, ce que j'ai remarqué ici en Égypte, c'est que les gens sont pris à consommer de l'eau en bouteille. Il n'y a aucune autre alternative puisque l'eau au robinet est impropre à la consommation. C'est un peu de les coincer, en fait, dans un modèle de commercialisation de l'eau. Donc, on accentue le problème en les obligeant à consommer de l'eau du commerce. Une méthode toute simple, ce serait peut-être de les munir de filtres d'eau individuels. C'est des outils qui pourraient être développés en mitigation. Ce serait peut-être également de revoir le modèle de subvention des infrastructures municipales pour que ça devienne plus accessible aux citoyens. Ce serait peut-être de mettre une redevance également pour les industries et commerces pour que ces fonds-là servent à l'approvisionnement des citoyens. Donc, il y a des mesures fiscales, il y a des mesures également d'infrastructures qui doivent être déployées pour protéger les citoyens contre ces coupures d'eau-là. Merci, Rebecca. Je passerai la parole à Aude. Je vais essayer de faire court. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Bien sûr, pour améliorer les conditions d'accès et l'accessibilité à l'eau pour tous, il faut investir plus dans les infrastructures. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Comment on fait ?
En France, en fait, on a l'Union européenne, en fait, qui a un article, une directive, la directive européenne sur l'eau, hein, qui a un article qui date de 2020 et qui est relative à la question justement des eaux qui sont destinées à la consommation humaine et qui engage les États membres de l'Europe à prendre les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l'accès à l'eau pour tous, aux eaux destinées donc à la consommation humaine et en particulier aux groupes vulnérables et marginalisés tels qu'ils sont définis par les États membres. Donc peut-être déjà se servir de cet outil coercitif et juridique, c'est-à-dire le transcrire en droit français, parce que pour moi il faut un outil coercitif juridique pour obliger les élus en fait politiques à donner l'accès à l'eau à tous. En fait, autrement dit, il faut que les décideurs décident. Deuxième point, il faut effectivement sensibiliser les populations, et je pense même notamment au cycle de l'eau. Parce que ce que je me rends compte, moi, sur mes travaux de recherche, c'est que finalement, ce cycle de l'eau, il est souvent méconnu. Je parle bien sûr pour Mayotte et je parle pour la France. Par exemple, à la question, quand je tire ma chasse d'eau, où va mon eau sur mon territoire? Ben, cette question, en fait, elle est souvent sans réponse. Les gens ne savent pas. Donc déjà, sensibiliser à la première chose basique, c'est-à-dire au cycle de l'eau. Mais avant de sensibiliser les populations, je pense qu'il faut aussi sensibiliser les élus politiques pour déconstruire des idées reçues et fausses, notamment celles qui diraient que donner accès à l'eau potable à tous, sans distinction, entraînerait des appels d'air et des migrations de population. Alors ça, c'est faux. D'ailleurs, de rendre l'accès à l'eau pour tous, au contraire, ce serait une action qui améliorerait la santé pour tous. Le Covid nous a d'ailleurs démontré l'intérêt de prendre en charge d'un point de vue global la question sanitaire pour réduire les contaminations. Donc, sensibiliser les élus et l'État au fait qu'on gagnerait à passer d'une logique de traitement sécuritaire des bidonvilles, des squats, des populations vulnérables, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va expulser, on va décaser, on va démonter des squats sans vraiment offrir d'alternatives de logement, par exemple, à une logique sanitaire de la question de l'accès à l'eau pour tous, en faisant passer une notion qui me semble un petit peu importante, c'est la question de la dignité humaine au premier plan. Une sensibilisation efficace, malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle passe par ce que moi j'appelle l'expérience phénoménologique. Alors c'est un gros mot, je vais m'expliquer. C'est en fait le fait de vivre l'expérience, le fait de pouvoir observer le phénomène, de le ressentir, de l'évaluer, qui fait qu'on se sensibilise et qu'on est pris par le problème. C'est parce que je ne peux plus arroser mon potager que ça vient percuter ma pratique et que je commence à me poser la question de l'accès à l'eau. Il y a des pistes en fait pour est-ce que vraiment on doit attendre il faut que tout le monde manque d'eau pour se sentir concerné? Bon, c'est évident que non. Mais ce que j'ai pu moi observer dans mes différents travaux de recherche quand on parle de sensibilisation, c'est que finalement le discours et les outils, notamment artistiques, ont un vrai impact en fait en matière de sensibilisation. Moi, je pense qu'il faut soutenir et continuer à soutenir en fait toutes les initiatives qui sont prises dans ce sens. Enfin, et après je m'arrête, je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion qui est urgente sur la question du financement de l'eau. En France, j'en parlais tout à l'heure, il y a un principe qui est de dire que l'eau paie l'eau, c'est-à-dire que en fait, l'eau et tous les fonctionnements, tous les investissements qui sont faits pour l'eau, en termes de gestion et en termes d'investissement, sont basés sur les factures d'eau. En France aussi, on a des gros groupes industriels français qui sont ce qu'on appelle des délégataires de services publics, c'est-à-dire que c'est eux qui fournissent le service lié à l'eau. Donc, ces services-là sont financés par la facture d'eau des gens. Cette facture d'eau, en fait, elle est fonction du nombre de mètres cubes que les gens consomment. Bon, dès lors, on peut se poser la question de comment on va pousser des grandes entreprises à inviter les usagers, les consommateurs, c'est-à-dire leurs clients, à opter pour des logiques d'économie d'eau quand on sait qu'elles font leurs chiffres en fonction du mètre cube qu'ils consomment. Donc, ça, c'est quand même une question qu'il faut faire émerger de plus en plus. Il y a déjà des réponses, mais pour moi, il est vraiment urgent de produire une réflexion sur ce sujet
d'un point de vue économique, d'autant plus qu'on sait que l'eau, elle est rentrée en bourse dans certains pays, que ça a des conséquences catastrophiques aussi pour les populations, pour les agriculteurs. Donc ça, c'est une question qu'il faut que tout le monde porte. Voilà. Et je m'arrête en essayant de moins m'emporter. Merci, Aude. En fait, c'est pas un problème de s'emporter. Il faut en fait communiquer une certaine indignation face aux incuries qu'on peut observer à l'heure actuelle. Alors, donc, là-dessus, je passerai la parole à Vladimir. Merci, merci. C'est une question très grande, la question de qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je voudrais commencer pour dire qu'on a besoin de travailler dans plusieurs échelles, qui malheureusement sont des échelles qui ne sont pas connectées, qui ne sont pas intégrées. Une première échelle, une échelle globale. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, l'année prochaine, on a la conférence mondiale des Nations Unies sur l'eau. Et ça va être une rencontre non contraignante. C'est déjà décidé qu'elle va être non contraignante. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que toutes les choses qui vont être décidées, discutées, priorisées, et les pays n'ont pas l'obligation de faire rien qui sorte de la conférence. Ça, c'est une première chose qui est, je dirais, pour dire le moins, indignante. Alors, mais si nous analysons combien d'argent on a pour fournir de l'eau potable et l'assainissement, par exemple, en Amérique latine, pour fermer l'écart d'eau potable, sans considérer la source, sans considérer les traitements des sources, sans considérer le drainage. Amérique latine a besoin d'autour de 270 000 billions de dollars. L'Afrique, seulement eau potable, assainissement basique. L'Afrique a besoin autour de 2 trillions. 2 trillions, l'Afrique. Alors, les pays en développement, c'est clair, n'ont pas la capacité d'autofinancer ces besoins liés à l'eau potable et à l'assainissement. Ça c'est clair. On a besoin d'un mécanisme mondial de financement, une espèce de fonds mondial pour l'eau, qui pourrait aider les pays dans la question de l'eau potable, mais aussi dans la conservation des sources en eau, etc., des autres affaires liées à l'eau. Et on a besoin d'un organisme qui pourrait pousser l'agenda de l'eau au futur, un organisme mondial pour l'eau qui n'existait pas. À ce moment, on a UN Water, qui c'est un organisme de coordination de 32 organismes des Nations Unies qui touchent la question de l'eau et qui n'est pas nécessairement vont travailler ensemble. Première chose, la question globale. Au niveau régional, tous les pays en développement partagent la même source en eau. Par exemple, en Amérique latine, Amérique du Sud, presque tous les pays partagent les sandes, l'eau des glaciers, qui va après sur les fleuves et qui va fournir de l'eau et qui va nourrir les écosystèmes, qui va renforcer le système écosystémique, qui va promouvoir la diversité, etc., etc. Mais est-ce qu'on a des mécanismes en commun pour conserver l'eau entre les pays et pour répondre aux mêmes problématiques qui sont des problématiques régionales? Non, ça n'existe pas. Mais on a besoin de mécanismes de ce type, de coordination, de décision pour rentrer dans l'échelle. Et bien sûr, ça va nous faire passer à l'échelle prochaine, que c'est l'échelle nationale, l'échelle des pays, où on a un pays qui a des politiques plus protectionnistes, un pays qui a des politiques plus faibles dans la question de l'eau, autre qui est plus forte. On a besoin d'homologuer au moins dans chaque région les politiques du pays. Et pour aller vite au niveau à l'autre niveau que je voulais parler, qui est l'autre échelle, que c'est l'échelle d'usager, l'échelle communautaire, parce que dans nos pays en développement, il y a l'impression que les pauvres ne sont pas capables de faire des projets. Et c'est une erreur de penser comme ça, parce qu'ils sont très capables de faire des projets, d'administrer de l'argent, de gérer les choses, de répondre à ses propres problématiques. Et ce qu'on a besoin, et que ça pourrait accélérer les objectifs de monde rural, spécialement l'objectif 6, c'est de développer des mécanismes pour fournir des ressources directement à la population qui pourraient faire les projets directement. Alors, et
Et cette échelle communautaire devrait aussi se connecter avec les autres échelles et avoir une connexion entre tout ça. Et je pense que mon temps est fini. Et... oui, d'accord, merci. Merci beaucoup, Vladimir. Ce qui me frappe dans ce que tu dis par rapport à déconstruire l'idée que les pauvres ne sont pas capables de gérer leur propre territoire ou de s'occuper des enjeux sur leur propre territoire, en fait, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu du colonialisme qui est là-dedans, où on a déplacé les centres de décision loin des populations directement concernées. Donc, il y a une question de démocratie de base, puis de souveraineté de base, d'être capable de s'occuper de son propre territoire, puis d'avoir les pouvoirs pour le faire, non seulement les pouvoirs politiques, mais aussi d'avoir les capacités économiques, financières, d'avoir les fonds pour faire ce qu'il faut. Je vais donner le mot de la fin pour ce qui est de cette troisième ronde de questions à Charlene. Sur la question de qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Well, I think there's lots. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites pour essayer de le faire. Bon, c'est la partie compliquée sur toute cette planète, parce que dans mon territoire, nous avons le NWMO, Nuclear Waste Management, bon, la gestion des déchets nucléaires. Il y a TC Energy qui interfère dans notre système de lac, qui veut mettre des pompes là-dedans, et nous avons ensuite une usine d'aquaculture qui veut prendre de l'eau. Alors, qu'est-ce qui va se produire avec toutes ces industries-là? Et moi, j'ai été à tellement de réunions, d'audiences publiques pour ces grosses corporations-là, mais ils ne comprennent pas. Les Premières Nations, leur façon de concevoir la planète. Je pense qu'une des choses qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut retrouver notre relation avec la planète Terre et avec l'eau elle-même. Parce que je pense que on enlève la vie que la planète Terre a, on diminue la vie qu'il y a sur la planète Terre et la vie que l'eau est. Alors, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui ici, bon, nous tous, que nous partageons notre connaissance, c'est déjà une première étape, bon, de regarder différentes façons par lesquelles on peut aider l'eau, bon, de préserver les sources, bon, les ruisseaux propres, bon, tout ce qui coule. Il faut rebâtir cette relation avec l'eau et avec la planète Terre, parce que la Terre sait où chacun d'entre nous marche à tous les jours. Bon, la Terre nous connaît tous. Alors, si les gens pouvaient regarder cela de notre point de vue, bon, que la Terre nous connaît, parce que nous sommes tous sur la Terre. Nous allons tous nager, et l'eau nous connaît, et la Terre nous connaît. Alors, ça, ce sont certains des points que j'ai essayé de dire à ces gens, bon, ces grosses compagnies industrielles qui viennent et qui interfèrent avec les lacs et les aquifères, les sources aquifères et les sources et les ruisseaux. Mais bon, on leur parle, on leur dit, bon, il faut se reconnecter. Parce que eux, ils ont des petits-enfants. Ne veulent-ils pas préserver l'eau et la terre pour leurs petits-enfants? Et bon, dans cette génération, à partir de maintenant, est-ce qu'ils vont comprendre? Bon, ils nous entendent. Bon, je sais qu'ils nous entendent. Bon, je vais à toutes ces audiences publiques. Mais de faire quelque chose de pratique, parce que eux, ils doivent se rendre compte, ces grosses compagnies, qu'on ne peut pas. On ne peut pas seulement faire semblant que les problèmes n'existent pas. Bon, l'argent cause des divisions dans notre territoire. Bon, entre notre réserve et notre réserve sœur, bon, l'argent, on ne peut pas la manger, la boire ou la respirer. Et ces industries n'écoutent pas cette partie-là de notre argument, que l'argent qu'ils mettent, bon, ils dépensent plus d'argent à l'extérieur, bon, de mon territoire que ce qu'ils font à l'intérieur du territoire. Parce qu'eux, ils mettent de l'argent pour nous pacifier, si on peut dire. Ils nous donnent de l'argent pour nous faire taire. Mais c'est pas qu'on veut. On veut être entendu. Alors, je suis un membre de la famille de la réalité climatique. Alors, on fait la bonne chose en ce moment. On partage tout. On essaie de comprendre comment faire ces choses.
Et moi, j'appartiens au Niagara Biosphere Network. Et ça, c'est un de mes premiers pas pour essayer de dire aux gens à propos de la Terre et de sa vie, et l'eau et sa vie. Parce que la Terre nous connaît tous, l'eau nous connaît chacun d'entre nous. Alors, si je vais dans ces différentes organisations qui sont vraiment préoccupées à propos de la Terre et de l'eau, ça, c'est ma façon de dire, OK, rendons-nous compte que la Terre est vivante et ce que la Terre nous fournit, eh bien, nous avons l'air. Et si on coupe tous les arbres, notre air ne sera plus propre et les arbres ont un impact sur où l'eau va, et ainsi de suite. Il y a tant de choses à garder en tête. Et d'avoir ce genre de discussion aujourd'hui, c'est quelque chose dont plusieurs personnes vont y penser, je l'espère, parce que moi, lorsque j'ai été à ma première réunion de la réalité climatique, bon, j'ai mon petit cocarde verte et j'ai dû parler devant tous ces gens-là. Bon, j'ai pu parler de l'eau et de marcher pour l'eau et de dire jusqu'à quel point l'eau est importante. Alors là, moi, lorsque je peux aller sur une réunion Zoom comme ceci, de parler aux gens à propos de l'importance de la vie, de tout ce qu'il y a sur cette terre, comment devrions marcher sur cette terre, et si on peut s'arranger pour que l'industrie y réfléchisse. Et peut-être qu'eux pourraient fournir un plan. Bon, il faudrait peut-être être plus novateur avec l'industrie parce que eux, ils pensent juste à l'argent. Mais non, néanmoins, merci, miigwech. Miigwech. Juste une petite remarque conclusive. En fait, Charline, c'est vraiment important ce que tu soulèves, la question des logiques auxquelles obéissent les acteurs. On a des industries qui obéissent à des logiques économiques, mais comme le soulevait Aude tout à l'heure, en fait, leur intérêt n'est pas nécessairement de faire ce qu'il faudrait faire pour la conservation de l'eau ou pour l'équité de l'accès à l'eau dans la population. Et puis donc, c'est ce que tu soulèves aussi, Charline, ils obéissent à des logiques qui n'ont rien à voir avec les logiques de la justice ou de l'équité ou de ce qui est nécessaire pour maintenir la vie, maintenir les écosystèmes en santé. Et puis, d'ailleurs, sur ce point-là, on a aussi soulevé l'enjeu de la gouvernance et puis par exemple, des outils juridiques qui sont contraignants ou non contraignants, ou des traités ou des conférences globales qui sont non contraignantes. D'ailleurs, celle de la COP qui a lieu en ce moment même, c'en est une conférence non contraignante, puis on voit bien ce que ça donne. Les pays se réunissent depuis 27 ans sur la question des changements climatiques et s'entendent tous pour que ça soit non contraignant. Et puis, finalement, les résultats ne sont pas au rendez-vous, évidemment. Donc, on a des logiques comme ça qui sont incompatibles en réalité avec la résolution des problèmes. Puis d'ailleurs, au-delà de ça, il y a aussi le système financier basé sur la dette. Tout à l'heure, on soulevait que c'est aberrant d'aller que des pays qui manquent d'eau exportent des produits qui prennent énormément d'eau à produire. Finalement, il reste plus d'eau pour leur population ou peu d'eau pour leur population. Les populations locales n'ont pas nécessairement accès à la nourriture qui est produite sur leur territoire. Et puis, cette nourriture-là va à l'exportation. Et puis, en fait, c'est que les pays ont besoin d'entrées de devises étrangères pour le service de leur dette. Alors, c'est ça aussi une des grandes logiques qui guide les choix de ce qui va être produit pour l'exportation, souvent. Alors, donc, c'est un enjeu qui va au cœur des logiques qui fondent le système capitaliste mondial, en fait, à la fois dans ses instances financières, dans ses instances politiques ou en termes des actions des corporations économiques. Puis je me permets juste une petite remarque sur les changements climatiques. On n'a pas vraiment beaucoup parlé de ce qu'il faut faire en termes de limiter les changements climatiques pour éviter que les problèmes de l'eau ne s'aggravent, mais ça ferait certainement partie de la liste, en quelque sorte, lutter contre l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Ceci dit, Rebecca soulevait la question des industries polluantes et puis donc, on a des dilemmes à résoudre parce que si on fonde la lutte contre les changements climatiques sur l'électrification, ça va mettre une pression énorme sur la production minière qui pollue énormément d'eau.
Et puis, donc, d'ailleurs, j'ai l'exemple le plus facile du cuivre qui est produit au Chili. Au Chili, c'est la sécheresse. La production du cuivre demande énormément d'eau. Elle pollue énormément d'eau. Donc, il va falloir qu'on résolve en quelque sorte la question des changements climatiques, qu'on trouve des manières de la résoudre ou de la mitiguer qui n'aggravent pas les problèmes de pollution de l'eau ou de privation d'eau ou de rareté de l'eau ou d'inéquité dans l'accès à l'eau. Alors voilà, donc c'était juste pour amener quelques éléments pour soulever un peu en quelque sorte, faire rebondir sur certaines choses qui avaient été dites par nos panélistes. Maintenant, j'ouvrirai aux questions de l'audience. Donc, je devrais avoir quelques questions là, dans le chat pour savoir à qui donner la parole. Alors là, j'aurais besoin d'aide, je crois, pour savoir quelles sont les questions. Ben, moi, j'en ai posé une. Louis Lahaye. Allez-y, allez-y. Oui. Alors, je suis agronome de formation. Je suis aussi président directeur général d'Action Haut-Richelieu EAU. Et je suis très étonné du fait qu'on va être les seuls probablement à soulever la question de dire qu'est-ce qu'on devrait faire. Moi, je trouve en priorité au Québec, ce qui doit être fait, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais c'est la question de concentration limite des pesticides dans notre eau potable. Et je vais vous dire, on est, en termes de santé publique, puis par Mme Sturma, vous allez peut-être sauter, mais on est des arriérés par rapport à la France, où est-ce que notre eau, en termes de concentration de pesticides, serait considérée comme non potable en France. D'accord? Alors, comment ça se fait que personne ne parle de cette question-là? Alors que, je donne un exemple, le glyphosate, là, le fameux Roundup, la vedette des pesticides, on permet 2100 fois, une concentration 2100 fois plus élevée au Québec qu'en France. Pour l'ensemble des autres pesticides, 550 fois, c'est pas un peu. Et puis, on n'a aucun seuil limite de pesticides totaux, alors qu'en France, il y a un seuil limite de pesticides totaux dans l'eau. Alors, tout ça, c'est que ça vient affecter la santé principalement des enfants. La problématique de ça, c'est, et je cite le professeur Sébastien Sauvé quand je dis que notre eau potable ça serait en France, ça serait pas de l'eau potable. C'est finalement, on devrait, dans ces cas-là, c'est parce que ça devient extrêmement difficile d'évaluer les effets à long terme de petites concentrations de produits toxiques. Puis à ce moment-là, on devrait faire comme en France, appliquer le principe de précaution, parce que ceux qui en souffrent actuellement, ce sont nos enfants en premier lieu, des études scientifiques qui tentent à pointer vers le TDAH et le trouble du spectre de l'autisme, qui serait probablement en cause en raison des pesticides qui sont prouvés comme étant neurotoxiques. Alors, comment ça se fait que personne adresse à ma connaissance, là, cette question-là? Tout à l'heure, vous souleviez la question, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est certain que dépendamment des régions dans le monde, la réponse n'est pas la même. Mais au Québec, moi, je n'entends pas parler de cette question-là qui est pourtant extrêmement importante. Puis, comme je vous dis, si on se compare à la France, on est un pays sous-développé, intellectuellement en tout cas. Merci, M. Lahaye. Est-ce qu'il y a des panélistes qui souhaitent réagir? Oui, Rebecca? Oui, merci beaucoup, M. Lahaye, pour toutes ces informations. Effectivement, nos temps étaient très courts. On ne pouvait pas rentrer dans chacun des sujets en détail. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que vous apportez le point parce qu'effectivement, j'irais beaucoup plus loin en plus avec ce point-là. On est encore plus arriéré que la France parce qu'il n'y a aucune transparence dans l'utilisation des pesticides et insecticides ici. En France, ils ont une carte qui inventorie qui utilise quoi, où et quand et en quelle quantité. Il y a des quantités d'eau qui sont prélevées pour faire de l'échantillonnage. Donc, les citoyens savent qu'est-ce qu'il y a dans leur eau de rivière et lac autour de chez eux. On n'a même pas ces données-là. Ça fait également partie des données qui sont secrets commerciales. Il y a personne qui a l'obligation de divulguer les produits chimiques qui sont épandus dans l'environnement et qui vont directement dans nos cours d'eau. Donc, effectivement, dans les mesures à mettre en place très rapidement, un registre d'utilisation des pesticides insecticides, une réglementation plus stricte et des prélèvements d'eau
pour échantillonner les contaminants qui sont dans nos lacs et rivières. Et je vais faire un ajout aussi au point que des solutions que j'avais oublié de mentionner, justement pour lever la transparence sur tout ce qui est d'enjeux d'eau. Également, les quantités d'eau qui sont prélevées partout sur le territoire du Québec doivent être publiques, transparentes, pour qu'on puisse assurer une meilleure gestion à long terme. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est qu'il y a d'autres questions. Non. Mais j'allais juste dire qu'il y a des analyses qui se font quand même par les municipalités, mais les normes sont tellement, élevées qu'ils rencontrent très facilement ces normes-là. Mm-hmm. Oui, merci beaucoup. La prochaine question, c'est comment mettre fin au pipeline Enbridge 9B qui menace l'eau de la grande région de Montréal? C'est une question qui vient de Lucie Massé de Action Environnement Basse-Laurentide. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui souhaiterait répondre à ça? Je pense que c'est encore une question pour Secours. Je ne sais pas si un autre intervenant voudrait. Pour la mise en situation, le pipeline Enbridge, dont la question est un pipeline qui passe au niveau des Grands Lacs, en fait, et qui menace de rompre à tout moment. Donc, l'entreprise souhaiterait en fait la renouveler, la remettre en fonction, alors que les groupes de la société civile du Québec demandent à ce que cette ligne soit complètement retirée. Pardon. Oups, désolé. J'ai un problème dedans et je bois beaucoup d'eau. Je suis désolée. Okay. Yes, thanks. Donc, le problème de ce pipeline-là, c'est le même problème que tous les hydrocarbures qui traversent notre territoire, c'est qu'une fuite serait catastrophique pour la ressource en eau. Qu'est-ce qu'il y a comme outil, en fait, pour mettre fin à ça? Je crois que la solution la plus efficace, c'est celle qu'on a utilisée beaucoup au Québec dans les dernières années, c'est la mobilisation sociale. Donc, on doit prouver à nos gouvernements fédéraux et provinciaux qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour des passages de pipeline sur notre territoire. Au Québec, on a réussi à renverser plusieurs projets par la non-acceptabilité de ces projets-là. Je crois, à mon sens, mais bon, c'est une déformation professionnelle également, parce que nous, on milite surtout pour ça. Mais je crois qu'également, les citoyens devraient se soulever contre cette ligne qui est dangereuse pour l'eau. Là, on parle des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. C'est près de 10 millions d'habitants qui s'abreuvent à même cette eau-là. Merci, Rebecca. Il y a Charline, est-ce que tu voulais répondre? Well, here. Eh bien, ici, nous avons eu un référendum ici, un vote pour le Bruce Nuclear Plant, l'usine nucléaire de Bruce, où ils voulaient creuser un trou de 625 mètres de creux pour aller mettre des déchets nucléaires. Et en tant que communauté, la réserve de Chippewa, on s'est réunis et on a voté. Alors, on a arrêté cela. Alors, ils ont dû arrêter de creuser ce trou. Et ce qu'ils ont fait ensuite, c'est qu'ils ont été dans une autre région où les non-autochtones habitent et eux ont été voir les villages, les villes. Ils leur ont promis des emplois et de l'argent. On passe ici pour votre ville et blabla. Mais c'est quand même dans notre territoire. Alors, on peut encore avoir un autre référendum et on peut encore voter non. Parce que maintenant, bon, comme à l'autre où on a voté non, c'était seulement des déchets faibles. Maintenant, ils mettent des déchets nucléaires à haut niveau dans le sol, 925 mètres de creux, et ils interfèrent avec les aquifères. Alors, ça, c'est une des choses que j'ai à leur dire. Bon, on ne peut pas creuser si creux et s'attendre à ce que les déchets nucléaires restent dans des petits contenants de plastique, parce que c'est des immenses contenants de plastique. Et si quelque chose se produit, eh bien, ça va avoir un impact sur tous les Grands Lacs, pas seulement Lac Huron et Georgian Bay, c'est tout le système des Grands Lacs. Alors, je pense que il faut qu'on implique plus de peuples autochtones, il faut contacter autant de gens que possible et voir quel genre de pouvoir on peut réunir et avoir des référendums. Bon, chaque ville devrait avoir un référendum. Bon, allez à votre conseil municipal, bon, les maires, tout le monde, juste pour voir comment on peut arrêter. Il faut qu'on fasse entendre nos voix. Miigwech. Merci, Charline.
D'ailleurs, il y avait aussi quelqu'un dans le chat qui a souligné la question du danger extrême que posent les déchets nucléaires sur pour la protection de l'eau. Yes. Est-ce que, Vladimir, tu levais ta main pour répondre? Oui, je voulais faire un petit commentaire parce que le Allez-y. Canada est en train d'implanter, de créer l'Agence canadienne pour l'eau et il y a encore des défis à souligner, des priorités à identifier. Mais je pense que l'espace de l'Agence canadienne pourrait être un espace intéressant. On ne sait pas comment ça va être géré exactement à ce moment, mais on espère que ça va être un espace intéressant. Mais la question, c'est que quelque chose qui est très important, c'est qu'on a besoin de mécanismes citoyens solides pour la prise de décisions, surtout dans une ressource qui est partagée, que c'est l'eau. Et là, on a besoin d'adapter les mécanismes citoyens dans la prise de décision, dans par exemple, les cas de référendum, etc., qui pourront être utiles pour la gestion de l'eau de façon plus durable. Mais aussi, le Canada est important que les citoyens soient au courant que le Canada, par exemple, ne fait pas partie de beaucoup de plusieurs conventions internationales pour incorporer la décision, par exemple, des autochtones. Il y a une convention très importante au niveau mondial, que c'est la convention 169, qui était poussée initialement par l'Organisation internationale du travail, qui force au nouveau projet à avoir une consultation en faveur du projet avant de continuer avec le projet. Le Canada, par exemple, ne fait pas partie, ne voulait pas signer cette entente. Mais il y a des autres ententes aussi, au niveau climatique, au niveau des contaminants aussi, et que le Canada pourrait aussi incorporer dans la législation, mais c'est aussi un travail de plaidoyer que les citoyens et la société civile comme nous devons pousser de façon plus forte. Oui, merci Vladimir. On pourrait aussi essayer de forcer le gouvernement canadien à signer la Convention sur les droits des peuples autochtones et puis après ça, les forcer à respecter ces obligations. Juste une petite remarque comme ça. Malheureusement, il y avait plusieurs autres questions. On n'aura pas le temps de discuter de toutes les questions qui avaient été mises sur la table par les participants et participantes. Désolée à tout le monde parce qu'on arrive à la conclusion, on arrive à la fin de notre activité. Mais je voudrais remercier Dialogue pour le climat d'avoir organisé ce panel ainsi que tous les autres panels. Et puis, je voudrais remercier chacun et chacune des panélistes pour leur généreuse contribution. Alors, je ne sais pas si chaque panéliste voudrait dire un tout petit mot de la fin pour conclure notre séance. Oui, Charlene? If we could share those questions. Si on pouvait partager ces questions, moi, ça ne me dérangerait pas de les lire. Bon, si on peut me les envoyer par courrier électronique. Moi, j'aimerais savoir quelles sont ces questions. Ça m'aiderait. Miigwech. Miigwech. Moi, je vais juste parler de l'expérience française qui se retrouve un peu. On a des ZAD, nous, en termes de mobilisation citoyenne, ce qu'on appelle les zones à défendre, qui ont empêché la mise en place d'un aéroport. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle la résistance éclairée. C'est comment on résiste à des grands projets inutiles et imposés. Et ça s'organise et ça se fait pas sans douleur par moment. Mais bon, j'aurais tendance à dire il ne faut rien lâcher. On ne lâche rien. Oui, merci. Vladimir, Rebecca, voulez-vous dire un tout petit mot de la fin? Vas-y, Rebecca. Je voudrais dire que c'est vraiment intéressant. C'est ma première expérience à la COP en Égypte. Je trouve ça intéressant de voir à quel point la société civile a une importance capitale dans la transparence des processus. Puis, j'invite tout le monde, en fait, à s'intéresser beaucoup aux grands enjeux internationaux parce que même si on est un simple citoyen, on est citoyen de la même terre et puis on peut avoir un impact beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Donc, voilà. Merci. Vladimir, tu as le mot de la fin? Oui, premièrement, un grand merci à tous. Merci pour l'opportunité, pour l'invitation. Merci à Elsa pour animer la rencontre, à Nalita, à Léa, qui sont à l'arrière de l'organisation, aux traducteurs aussi. Mais
pour moi, une grande conclusion aujourd'hui pourrait être qu'on a encore du temps pour pousser les changements, mais que c'est clair que nous devons travailler de façon unifiée. Nous ne pouvons pas continuer à faire de façon isolée. La société civile a un grand défi que apparemment les États ne sont pas capables d'adopter, mais je pense que la responsabilité maintenant reste sur la société civile. Ça veut dire nous, ensemble. Ben, sur ces sages paroles, merci beaucoup tout le monde. On a dépassé un peu notre temps, donc on doit y aller.